10 jours après l'incident, c'est un silence cimetière qui règne ici. Et sur les visages, la souffrance est encore vivace. Choquant. Je ne peux pas m'exprimer. Dieu couleur plus comme ça, mais si c'est surveillé seulement, elle ne sera pas brûlée. Par des cris, la petite Maïmouna a alerté son entourage, mais en vain. Finalement, ce sont l'odeur et la fumée qui vont susciter la curiosité de ses parents. Les braises dans l'encens que l'enfant habillé d'une jupe en soie a traversé avec l'aide du vent. Donc, il n'était pas attentif. La jupe a pris feu. Donc il a crié, mais nous on était en haut, on n'a pas entendu. Sauf qu'il y a l'odeur du soie qui a attiré mon attention et j'ai descendu. Sa grande sœur m'a dit que c'est le courant. Courant. Je courais quand je suis venue. La flamme est déjà partie. J'ai enlevé son habit, mais les brûlures c'était en bas. Un peu derrière. Après l'accident, l'enfant a vécu 9 jours à l'hôpital avant de succomber aux brûlures. Maïmouna Kébé était une fille très affective et pleine de générosité. Dafa set mashallah bëgg àddina dafa rafet tubaar fakal moom daal noonu woon a dund daal li mu dund ci àddina daal bari na. Ces types d'accidents sont très fréquents. C'est pourquoi la direction de la protection civile a choisi ce thème. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc éviter d'exposer les enfants à des accidents domestiques. Donc notamment en rangeant tout ce qui est couteau ou objet tranchant, en rangeant tout ce qui est produit dangereux, donc pour éviter les intoxications alimentaires ou médicamenteuses. Donc en effectuant de temps à autre des vérifications sur les installations électriques. Le travail de sensibilisation sur la prévention des accidents domestiques reste une priorité pour la direction de la protection civile. Par ailleurs, la vigilance par rapport à la surveillance des enfants incombe à tous les membres de la famille. Sauf que l'éducation et la formation doivent suivre. Et oui, ayons l'œil un peu plus attentif à l'endroit de nos enfants. Bilan satisfaisant, c'est la conclusion du SYNPICS sur la couverture médiatique du premier tour de l'élection présidentielle du 26 février dernier. La presse dans son ensemble a suivi les règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent l'exercice d'information. Le secrétaire général du SYNPICS, Datou Sissé Badiane, était face à la presse. Reportage. Tout d'abord, écoutons le spot publicitaire diffusé en boucle durant toute la campagne électorale. Les attaques telles que le meurtre, les kidnappings, l'intimidation, la menace contre les journalistes. Le SYNPICS y rappelle le respect du travail des journalistes, de leur sécurité, mais aussi d'éthique et de déontologie régissant le métier du journalisme. Message bien perçu, toutes les consignes ont été retrouvées dans la couverture médiatique du scrutin du 26 février dernier. Les médias ont fait un travail très appréciable dans la couverture et que vous aviez une bonne présence de la campagne dans les contenus éditoriaux de ces médias-là. Globalement, la couverture de la campagne électorale par les médias a été quand même largement satisfaisante. Je pense que dans tous les journaux, dans tous les organes, il y a eu un effort remarquable qui a été fait pour trouver des créneaux, que ce soit le journal de la campagne, que ce soit des espaces où on parle du programme des candidats, on a fait parler les experts, certains même sont allés dans l'intimité des candidats, on a fait parler l'homme de la rue. Je pense que globalement quand même, il y avait un effort pour donner le maximum d'informations sur les candidats. Nous avons constaté, sans forcément tirer la couverture de notre part, que globalement quand même la presse a fait preuve de responsabilité. Et nous avons par exemple, lorsqu'on donnait les résultats, les tendances, j'ai entendu personnellement beaucoup de reporters insister sur le fait que ce ne sont que des tendances, ce ne sont même pas des résultats provisoires. Et ça, c'est une attitude de prudence sur laquelle nous avons beaucoup insisté. Qu'ils soient publics ou privés, les organes de presse ont abattu un travail énorme durant les 21 jours de la campagne électorale. Ceci grâce à la collaboration des forces de sécurité.
Franchement, je voudrais profiter de cette opportunité quand même pour les remercier vivement d'avoir tenu leur parole, parce que je suis en contact permanent avec eux lorsque les journalistes sont sur le terrain, et je peux vous assurer que parfois c'est eux-mêmes qui sont plus réactifs, elles-mêmes, puisqu'on parle de force, qui m'appellent pour qu'on discute de la sécurité des journalistes. Le deuxième tour de la présidentielle se profile à l'horizon. Le SYNPICS prend les devants. Diatou Cissé Badiane invite les journalistes à faire preuve de responsabilité dans le travail. Merci Fatou Diouf. Alors, culte du travail de la RTS. Comment vous, public, notre raison d'être, avez-vous apprécié la couverture faite par la chaîne leader? Notre équipe a posé la question à quelques-uns d'entre vous. Claire Diop. Tout simplement pour vous dire, RTS, c'est la meilleure chaîne du Sénégal. Bon, tout a été nice, quoi. L'éthique, le professionnalisme, la rigueur, la transparence. Les avis sont partagés. L'information en direct, en images et en temps réel, c'est ce à quoi la RTS s'est attelée durant tout le processus de la campagne électorale du 26 février dernier. Le but était de permettre aux téléspectateurs de vivre ces moments forts dans la vie d'une nation. Pour l'occasion, la chaîne a déployé tout un dispositif dans le but de mieux réussir sa mission de service public. Le 26 février, c'était un moment historique. Donc, il y avait les élections présidentielles. Donc, depuis une semaine, la RTS a tenu des réunions avec les différentes, au niveau de la rédaction du journal télé, avec les différents reporters pour préparer à bien cette élection. C'était une première, donc, de faire vivre les Sénégalais le vote, le déroulement du vote, avec le maillage du territoire sénégalais, avec les 14 correspondants qu'on a mobilisés du matin au soir. Ça, c'était une première que la RTS a. Et la RTS entend innover encore avec de nouvelles choses. Les téléspectateurs ont pu vivre la campagne électorale devant leur petit écran comme s'ils y étaient. Le constat est là, même au-delà de nos frontières. Je viens de Gambie, comme le fils de Sénégambia. Je trouve que c'est très bon, très intelligent. J'ai toujours suivi les RTS, 24 heures sur 24 heures en Gambie. Même l'élection qui a passé, on s'est suivi ça en Gambie. Des étudiants en journalisme ont pu saisir l'occasion pour faire la pratique du terrain et l'exercice en valait la peine. RTS, c'est comme une famille, l'ambiance elle est là, et voilà, la technique aussi elle est très professionnelle. On a trouvé une organisation vraiment parfaite avec la ronde de tous les 14 candidats à la présidence. Le professeur abonde dans le même sens. Après tout, le journalisme, c'est d'abord le terrain. Il fallait venir ici, donc vivre cette expérience, cette première, qui consiste à accueillir des candidats, à voir comment ces candidats mènent à bien leur communication, à accompagner la RTS dans son professionnalisme, dans sa façon de faire pour couvrir cette campagne électorale ô combien importante pour le public sénégalais, par-delà le public sénégalais et l'opinion publique internationale. La démarche est salutaire. Un tel travail a été réussi avec le concours Les agents de la RTS. Parmi eux, l'on ne peut manquer de citer le coordonnateur des élections. Il y a 220 agents de la RTS qui ont été consignés et répartis en deux groupes. Le premier groupe, qu'on appelle le groupe fixe, est constitué d'agents qui vont rester au siège de la RTS, qui vont recevoir les cassettes, qui vont les traiter et qui vont les diffuser. Et nous avons un deuxième groupe qui est composé de 78 personnes. Et ce groupe est composé de 16 équipes. La voix s'est éteinte brusquement le 17e jour des 21 de la campagne électorale. Mamadou Diop fait partie de la première promotion du CESTI. À 64 ans, il s'en est allé sur la pointe des pieds. Mais fort heureusement, son legs est entre de bonnes mains pour faire face à d'autres défis. À présent, un rapide survol de l'actualité sur le continent. On commence par ce mandat de la Cour pénale internationale. Il est délivré à Abdallah Hussein. Le ministre soudanais de la Défense est accusé d'avoir pris part au massacre de centaines de civils. Le ministre soudanais de la Défense, Abdelhaim Mohamed Hussein,
est désormais visé par un mandat d'arrêt délivré par le procureur de la Cour pénale internationale. Ancien ministre de l'Intérieur et représentant spécial du chef de l'État soudanais au Darfour de 2001 à 2005, il est accusé d'avoir supervisé et coordonné les attaques contre les civils qui ont fait plusieurs centaines de milliers de morts dans cette province. L'opposant guinéen Sidia Touré a été le premier à réagir. Il a qualifié de fantaisiste et de non consensuelle la date du 8 juillet pour les élections législatives annoncée hier par la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition guinéenne estime que cette annonce ne tient pas compte de ses revendications pour une élection transparente. L'Union européenne a averti jeudi que sans législative démocratique, elle ne débloquerait aucune aide pour la Guinée. Et on retour à l'actualité, mais l'actualité toujours internationale. Ce 2 mars, c'était jour de scrutin en Iran. Les Iraniens appelaient à élire les membres du Parlement pour la première fois depuis la réélection du président Ahmadinejad, c'était déjà en 2009. Des législatives marquées par les divisions entre conservateurs, mais aussi le boycott des opposants réformateurs. Dès l'ouverture du scrutin, le guide suprême Ali Khamenei montre l'exemple. Le numéro 1 iranien l'a répété ces derniers jours. Il attend du peuple une participation massive à ces législatives. Il veut légitimer son régime, très critiqué à l'étranger. Mon conseil est le conseil habituel. Je pense que cette élection est sous notre responsabilité, de même que c'est un droit qui nous appartient. Nous devons user de ce droit et de fait prendre nos responsabilités. C'est le premier scrutin depuis la réélection contestée du président Ahmadinejad en 2009 et la vague de répression qui a suivi. La plupart des réformateurs aujourd'hui boycottent le scrutin ou sont en prison. Le régime l'admet en coulisses. En dessous de 60% de participation, ce sera un échec. Mais quelle fiabilité attendre d'une élection où l'on vote sans isoloir et sur un coin de table? Quant aux électeurs, ils pèsent soigneusement leurs mots. Ici, c'est l'Iran et je suis iranienne. Le destin de mon pays est très important pour moi. C'est un devoir d'être présent ici aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de moi. Chaque Iranien doit se soucier du futur de son pays. Sans les réformateurs, c'est donc une bataille fratricide entre conservateurs. Soit c'est la ligne dure du guide suprême qui l'emporte, incarné par le numéro 1 du Parlement, soit c'est le camp du président Ahmadinejad en rivalité avec le guide. Le scrutin et surtout la participation sont en tout cas suivis de près à l'étranger. En fonction des résultats, les Occidentaux très tendus sur le dossier du nucléaire iranien décideront ou non de nouvelles sanctions contre Téhéran. À présent, direction le Mexique, un pays qui fait face au fléau des cartels. Aujourd'hui, le président mexicain a agité l'idée d'une coordination internationale pour lutter plus efficacement contre ces groupes organisés au moment où les efforts consentis par les gouvernements sont jugés insuffisants. L'arrestation d'un cartel de drogue a fait encore une fois sonner l'alerte. La police mexicaine a arrêté jeudi plusieurs membres d'un cartel de la drogue impliqués dans une dizaine d'enlèvements et d'homicides avec décapitation. Parmi eux, le leader du gang des Manoconoros qui sévit à Mexico. Une belle prise mais très insuffisante pour endiguer le narcotrafic qui a fait 46 000 morts dans le pays depuis 2006. Une violence généralisée devenue hors de contrôle et qui exige, selon le président mexicain, une urgente coordination internationale. Face à une organisation internationale du crime, nous devons créer un front international où les gouvernements ne seront plus seuls pour faire face à ce fléau. Alors que les différents gouvernements mexicains ont longtemps fermé les yeux sur le trafic de drogue et bénéficié des narcodollars, le président Calderón et ses homologues latino-américains sont aujourd'hui conscients du danger. Les violences et la corruption affectent désormais toutes les couches de la société. Les crimes et les violences représentent la principale menace pour nos États. En 2010, l'Organisation des États américains a recensé 357 000 morts violentes sur notre continent. L'argent de la drogue achète les hommes politiques, les juges, les policiers et menace les démocraties latino-américaines. De graves violations des droits de l'homme accompagnent le plus souvent la lutte contre le narcotrafic.
Retour à l'actualité au Sénégal par la porte de l'environnement. Le syndicat des professionnels des industries et des mines du Sénégal veut un respect progressif du code de l'environnement. Pour cela, il a lancé la deuxième phase du programme de mise à niveau environnemental. Le principal objectif est la mise en œuvre des propositions d'investissement et de financement des projets concernés. Les détails avec vous, Louise Bizza. Le Sénégal s'est doté depuis 2000 d'un arsenal réglementaire et juridique en matière environnementale très conséquent, mais la plupart des entreprises signataires sont confrontées à des difficultés pour se conformer à l'évolution du cadre juridique. Pour donner corps aux lois et codes sectoriels en vigueur, le syndicat professionnel des industries et mines du Sénégal entame la deuxième phase du programme de mise à niveau environnemental. Ce programme, rappelons-le, comprend 4 phases, à savoir l'état des lieux des entreprises pour connaître la situation réelle et identifier celles qui ont besoin d'un accompagnement, les audits environnementaux approfondis pour permettre de définir la solution de mise à niveau la plus adaptée pour chacune des entreprises, l'élaboration d'un protocole d'accord entre d'une part la direction de l'environnement et la direction des établissements classés et d'autre part chaque entreprise industrielle déclinant son plan d'action en termes d'investissement et de délai d'exécution. Outre l'élaboration d'un programme de mise en conformité par l'entreprise, cette deuxième phase permettra de procéder à un audit des entreprises listées que des défis à relever. Parce que la première phase consistait à faire un état des lieux de l'ensemble de nos membres pour savoir dans quelle situation elles étaient par rapport à la réglementation qui était en vigueur. Voir aussi si nos différentes entreprises membres respectaient les dispositions légales et réglementaires au niveau des effluents industriels, au niveau des rejets atmosphériques, au niveau du bruit, au niveau donc de la pollution des déchets. La deuxième phase du programme couvre le respect des limites des rejets dans l'environnement, à savoir les gaz polluants, eaux usées, déchets et produits dangereux. On a le code de l'environnement qui a un certain nombre de dispositions que les entreprises doivent respecter, mais le respect de ces dispositions-là devrait entraîner au niveau donc des rejets, des effluents industriels, une qualité de rejet qui est compatible avec la norme qui est actuellement en vigueur. Et la baie de Hann bénéficie d'un financement très important. L'objectif final est de disposer d'une analyse situationnelle de chaque entreprise en vue de connaître son niveau de conformité environnementale. On l'a déjà dit. Au chapitre de la santé, parlons de la malnutrition. C'est parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont touchés par le phénomène. Le plus souvent du fait de l'ignorance des mamans ou encore des diarrhées à répétition. Notre reporter Amatadem s'est rendu à l'hôpital Albert Royer et de nombreux bébés y sont hospitalisés. La fourchette d'âge est de 0-3 ans. 82. La malnutrition en ce 21e siècle devrait être un vieux souvenir. Malheureusement, à l'hôpital Albert Royer de Fann sont hospitalisés tous les jours des enfants à cause d'une mauvaise alimentation ou d'une prise en charge tardive des diarrhées chez les tout-petits. Car pour la plupart, les mamans ne savent pas quoi donner à bébé après le sevrage au sein, ce qui occasionne des conséquences désastreuses chez les enfants. Il faut savoir que la malnutrition est une pathologie très fréquente chez les nourrissons autour du sevrage, c'est-à-dire de 18 mois en général à 24 mois. C'est l'âge de prédilection, sachant que maintenant on peut le trouver chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Et le plus souvent le résultat d'une diversification alimentaire qui a été mal conduite, ou bien d'un sevrage qui est brutal. Ce que recommande l'OMS, c'est donner un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. C'est-à-dire du lait, que du lait, rien que le lait, jusqu'à 6 mois. Maintenant, à partir de 6 mois, on commence à donner progressivement une alimentation d'abord liquide, semi-liquide et progressivement habituer l'enfant au plat familial. À l'hôpital Albert Royer, il existe une cellule appelée Wanyu Yayi, entendez par là la cuisine des mamans, un espace créé pour apprendre aux mamans à nourrir leurs enfants et permettre aux tout petits de redécouvrir le plaisir de l'alimentation. Qui était dans le coma pendant 40 jours, qui était alimenté par la sonde. On a fait l'ablation à partir de lundi, à partir du 20. Depuis lors, elle prend ça par la cuillère. C'est un enfant très malnutri, comme vous le comprenez, quelqu'un qui est
dans le coma pendant 40 jours. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais maintenant, ça va. Elle fait une prise de poids régulière de 50 à 60 grammes par jour. Et ce que je veux vraiment insister, c'est la maman, le comportement de la maman. Voilà une dame qui a été exemplaire pendant 45 jours. Elle n'a jamais raté son rendez-vous chez moi. Chaque matin, elle venait prendre son lait, suivre les conseils. Et le matin, il me faisait le compte rendu de ce qui se passe. Voilà des gens exemplaires. Alors qu'on a vu des mamans qui ne reviennent pas. On a des malades non revus, des malades qui sont là, qui ne donnent pas régulièrement. Parce que toutes les 2 heures, prendre un médicament toutes les 2 heures, ça fait 12 fois pour 24 heures, c'est pas facile. Et dans sa situation, c'était un des exemples. Elle a respecté toutes les heures. Aujourd'hui, elle est à toutes les 4 heures. Et je crois qu'elle a fait un grand résultat parce qu'aujourd'hui, elle est satisfaite du résultat. Parce qu'il y a des moments où elle disait que l'enfant ne serait jamais comme ça. Ce malade est en même temps déshydraté et malnutri. Vous voyez qu'on l'alimente par sonde. Donc, on fait les 2 choses. On fait la récupération nutritionnelle et on la réhydrate. Il faudrait donc changer les habitudes alimentaires des mamans qui doivent donner plus que des bouillies de mil aux enfants, c'est-à-dire ajouter du lait, des œufs, des fruits et légumes, car de 0 à 3 ans, l'enfant est en pleine croissance. Et on reste sur le sujet de la mère et de l'enfant, le sida dans la région de Fatick. La lutte y est menée d'arrache-pied par les autorités sanitaires, notamment dans les îles, par exemple à Foundiougne. Le focus est mis particulièrement sur la prévention de la transmission mère-enfant. L'insularité, mais aussi la migration constitue une contrainte à la prise en charge. Le personnel de santé a été obligé d'adapter sa stratégie en fonction des spécificités du milieu. Oumar Diaw. Un ferry bondé s'attaque au flot, Foundiougne se rapproche. Sur le pont, les usagers sont bien abrités sous leur gilet de sauvetage orangé. Dans le district sanitaire, le personnel cherche à mettre les populations à l'abri d'un mal que même la barrière maritime n'arrive pas à contenir. Il y a des femmes qui sont suivies dans le cadre de la PTME, mais pour les enfants issus de ces femmes, les tests qu'on a eu à faire jusqu'à présent sont révélés négatifs pour le moment. De gros efforts sont faits dans les structures de santé de ce district presque entièrement insulaire. Des services de dépistage et de prise en charge du sida existent, mais le milieu physique et les activités de production ne facilitent pas les choses. Nous avons un district à majorité insulaire, avec 18 îles que nous couvrons. Le déplacement n'est pas toujours facile. On a une population à majorité de pêcheurs et les pêcheurs se déplacent vers d'autres départements ou d'autres régions. Pour conduire les activités de sensibilisation, de mobilisation sociale, de prévention ou de supervision, il faut se déplacer d'un îlot à un autre. Et même si des vedettes ambulances existent, il faut trouver de quoi les faire voguer. C'est un problème de carburant qui se pose assez souvent, parce que le carburant marin coûte d'abord cher, parce que le poste le plus proche d'ici, c'est le poste de Diamniadio. Et il faut 80 litres de carburant marin pour y accéder. Et ce carburant marin, s'il n'est pas disponible à Foundiougne, il faut prendre un véhicule, mettre 20 litres de gasoil, aller vers la frontière gambienne à Missira pour en chercher. Le contexte physique et humain de cette zone a poussé les autorités sanitaires à opter pour des stratégies adaptées au mode de vie des populations. Parfois, nous sommes obligés de leur donner leurs AL pour 2 mois de suite, donc pour au moins éviter les pertes de vie. Il faut coller aux réalités des milieux physiques et humains pour espérer arriver à des résultats tangibles. Les difficultés rencontrées sur le terrain peuvent être vaincues par l'engagement du personnel soignant, surtout si on lui donne plus de moyens. Juste avant le sport, la page religion de cette édition, elle nous mène à Kolda où la ziara annuelle de la Daïratul Khairi wa Salam a vécu. De nombreux fidèles issus de toute la Casamance naturelle et des pays limitrophes ont répondu à l'appel. Moussa Thior. Pour la 7e édition de cette ziara annuelle organisée par la Daïratul Khairi wa Salam, ils étaient nombreux les fidèles qui ont répondu présents à l'invitation de cet homme de Dieu, bien connu du Fouladou et des pays limitrophes, et qui a pour nom Thierno Abdoulaye Diallo. Nous constatons que toutes les prières, comme je l'ai dit, qui sont formulées, Dieu arrive à accepter nos prières. C'est des prières au départ qu'on avait commencé avec quelques sachets de biscuits, mais vous savez, le bon Dieu, tout ce qui est bien fait, il ne cesse de l'agrandir, de l'embellir. C'est fort de ça qu'aujourd'hui toute la sous-région est mobilisée pour cette ziara annuelle.
venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, de l'étranger et de toute la Casamance naturelle, cette ziara a été un grand moment de prière, de recueillement et de récitation du Saint-Coran. Nous formulons des prières pour l'ensemble de notre pays, pour l'ensemble de la sous-région, pour qu'il y ait la paix, le développement économique et social. Et surtout la paix, parce que vous voyez, sans la paix, rien de durable ne peut se construire. Donc nous demandons à ce que toutes ces érudits qui sont là, toutes ces autorités religieuses ici présentes, vraiment continuer de formuler des prières pour que chaque année, que notre sous-région puisse en tout cas avoir la paix. Cette 7e édition a été organisée en pleine période électorale, ce qui a inspiré le saint homme Thierno Abdoulaye Diallo à formuler des prières pour la paix au Sénégal. Et de Kolda, on fait un virage à 180 ou 360 degrés pour revenir ici à Dakar et accueillir comme il se doit Koumba Diakhatéma. Bonsoir. Bonsoir Nafi. Alors comment ça va ce soir? Oui, ça va très bien. Dakar, et tu as fait de grosses foulées pour revenir à Dakar. Tout à fait, de très grosses foulées, mais c'est parce que je suis tout simplement tes conseils de sport. Et d'ailleurs, on y est dans le sport, puisqu'on va parler de handball et de football. Et bien, deux sports qui mettent à contribution les pieds et les mains. On parle d'abord de football. Allez, on parle dans Week-end Sport donc d'abord de football avec la Coupe d'Afrique des clubs, deux clubs sénégalais qui jouent ce week-end. Il s'agit Nafi du Casa Sport et de l'Union sportive de Wakam qui affrontent des clubs gambiens, respectivement Gamtel et Birkama ce week-end, déjà dimanche. Le Casa Sport battu à Lélé 1-0 aura la tâche ardue de chercher la qualification face à Gamtel. Mission moins compliquée pour l'USO, vainqueur à l'aller 1-0 ce samedi. Nul qualifierait les Wakamois face à Birkama et donc des Wakamois à la fois confiants et méfiants à l'entraînement suivi par Ibrahim Ndong. Cette séance d'entraînement est la toute dernière de l'Union sportive de Wakam, une séance de révision générale avant de se frotter au club de Birkama de la Gambie, battu à l'aller par les Wakamois par la plus petite des marques, 1-0. C'est une bête blessée qui n'a plus rien à perdre. Et ils ont déclaré qu'ils viendront assurer leur qualification au Sénégal. Mais nous aussi, nous allons leur faire comprendre que chez nous, nous sommes maîtres. Face à un adversaire déterminé à laver l'affront à Dakar, le champion du Sénégal en titre veut à tout prix assurer sa qualification. On a gagné à l'aller 1-0. Bon, le match, ça ne veut pas dire que le match est fini. Ça reste 90 minutes. 90 minutes, tout peut arriver, on va faire tout pour ne pas encaisser de but et essayer de marquer un but. Tant que les 90 minutes ne sont pas terminées, la qualification n'a pas encore choisi son camp. Mais quand même, nous avons entamé une œuvre favorable. Nous aimerions aujourd'hui la continuer chez nous. Et nous espérons, en tout cas au soir du samedi, nous parviendrons à qualifier l'équipe de Wakam et du Sénégal. Ce samedi, l'USO pourrait se passer des services de Pam Gandiaye, buteur à l'aller blessé. Il est le grand absent de ce galop d'avant-match. Et on est dans le football, on y reste avec la Ligue 1 qui reprend ses droits dès ce lundi après une assez longue trêve. Ah oui, les hostilités reprennent ce lundi dans la poule A avec un certain Guédiawaye Football Club CSS, un choc. Et puis des déplacements, ce sera à 17h GFC CSS au stade Amadou Barry. Et il y a aussi des déplacements à risque de Djambar face au Dakar Université Club et de la Linguère face à l'US Gorée. La suite mercredi. Et puis dans la poule B, lundi toujours au stade Alassane Djigo, le choc Pikine-Niaritali, la suite mercredi. Alors on parle également de la Ligue 2 aussi, et puis qui en est à sa 5e journée. 5e journée et dans la poule à Nafi, les hostilités débutent ce dimanche avec le match Renaissance de Yoff, Kaffrine au terrain de Yoff à 16h30 et puis la suite mardi au stade Alassane Djigo. Il y a deux matchs, Renaissance Marguerite et Port Dakar Sacré-Cœur, et la Jeanne d'Arc joue mercredi contre le stade de Mbour au stade Alassane Djigo de Pikine dans la poule B. Samedi, Suneyor reçoit Olympique de Ngor, la suite dimanche et lundi.
Allez, on parle maintenant, Kumba, si tu le veux bien, de handball. Le Sénégal va abriter le tournoi des moins de 20 ans. Oui, je le veux bien, Nafi, et c'est le Challenge Trophy Zone 2. Ce tournoi aura lieu du 15 au 22 au Sénégal, soit à Dakar, soit à Thiès. En tout cas, le lieu reste à être déterminé. Il va regrouper les équipes nationales féminines et masculines pour la première fois. Le pays hôte est en plein dans la préparation de cette compétition réservée aux jeunes. Louise Bitza. Dakar va abriter le tournoi Challenge Trophy de handball du 15 au 22 juillet prochain. Réservé aux jeunes joueurs de moins de 20 ans, le tournoi va se jouer entre 8 sélections de la zone 2. L'opportunité leur est ainsi offerte pour jouer dans la cour des grands. Cette compétition se joue au niveau zonal avec les 7 zones au plan africain. Et les meilleurs au niveau de chaque zone vont se retrouver au niveau continental. Et ceux qui vont sortir au niveau continental vont compétir au plan mondial. Donc c'est une compétition qui permet aux équipes qui n'ont pas, aux pays qui n'ont pas assez de compétition, de pouvoir permettre à des jeunes de participer de manière régulière à des compétitions internationales. Cette année, la compétition débute avec les vacances. Le Sénégal, pays hôte, a engagé ses équipes filles et garçons. Ces équipes sont à l'heure actuelle en pleine préparation. On veut rompre avec cette habitude que nous avons de toujours démarrer la préparation à 15 jours ou à 1 mois d'une compétition. Et puis l'autre aspect, c'est que la Fédération internationale et la Confédération africaine de handball nous ont fait confiance pour l'organisation de cette compétition que nous jugeons comme majeure. Parce que ce n'est pas tous les jours que les jeunes handballeurs ont la possibilité de jouer des compétitions internationales. C'est pourquoi nous sautons sur l'occasion pour démarrer notre préparation dès maintenant. Pour l'heure, les équipes nationales de handball poursuivent leur préparation et ce jusqu'au mois d'avril prochain. Date retenue pour le stage interne. L'équipe féminine junior avait accédé en demi-finale de la compétition qui a eu lieu l'année dernière à Bamako au Mali. Allez, prenez vos agendas et bien sûr vos stylos puisque c'est donc l'heure de parler de ce qui va se passer, le meilleur du sport. Oui, et c'est d'abord Nafi Football. Nous reparlons football avec la 7e édition du tournoi Moulay Idriss Diouf qui se poursuit au terrain des sapeurs-pompiers de Dieuppeul ce samedi. Il sera disputé ce tournoi par les écoles de football Mamrokaya, Mamadou Faye, Marché Sport et Révélation Future. Ce sera donc en poussin et minime. Et toujours nous restons avec la petite catégorie, toujours football, au terrain des sapeurs-pompiers, toujours ce dimanche, match de gala entre Kiki Sport et Mam Rokaya, cadet et junior, 9h, 10h et 12h. Et pour finir, Nafi, en direct sur la RTS, ce samedi à 16h30 au stade de Demba Diop, le match USO Birkama pour le compte de la Ligue des Champions. Et je rappelle que l'USO joue pour la qualification après sa victoire en Gambie et puis dimanche en direct toujours sur la RTS à 17h Casa Sport Gamtel, un match qui compte pour la Coupe de la Confédération. À l'aller, le Casa a été battu mais rien n'est encore perdu, Nafi. C'est bien noté, Kumba, je te remercie. Avec tu nous restes pour découvrir le reste de l'actualité. Vous le savez, on va reparler de ce possible prochain débat télévisé entre les deux candidats engagés dans la course pour la présidentielle. C'est vrai, rien n'est encore décidé pour le face-à-face entre les deux candidats. Donc, les réglages se poursuivent entre les deux états-majors et la RTS est dans l'attente des propositions du CNRA. Mais d'ores et déjà, ici même à la RTS, c'est le branle-bas pour l'organisation de ce débat. Je vous propose d'ailleurs d'admirer le travail de nos infographistes. C'est sans commentaire. Une première dans l'histoire de la démocratie sénégalaise. Au face-à-face entre les deux premiers candidats du premier tour de la présidentielle de 2012. Un débat inédit. Le premier dans l'histoire politique du Sénégal indépendant. Le duel se passe sur la première chaîne de télévision sénégalaise, la RTSO. Allez, je vous le disais, c'était sans commentaire. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end en compagnie de notre programme. Au revoir.